vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur LCP, la chaîne qui, dit-on, voit la politique en grand. C'est politique avec un S à la fin, s'il vous plaît. C'est le numéro 14, déjà. Et oui. Alors, politique avec un S à la fin, s'il vous plaît, c'est une émission en 2 temps et beaucoup de mouvements. Premier temps, j'ai rendez-vous avec vous, Barbara Pompili. Je suis ravi de vous connaître. Vous êtes co-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ravi de vous recevoir et de vous rencontrer. Deuxième temps, place aux confrontations. La filiation dans tous ces débats. On a l'impression, peut-être fallacieuse, en s'appuyant sur les sondages les plus récents, que les Français sont, eh oui, pour le mariage homosexuel, dit mariage pour tous. Mais là où il y a des bases et des débats, c'est sur la filiation. Alors là, vraiment des bases et des débats. La filiation dans tous ces débats. Tsunami, changement de monde et de civilisation, tremblement du socle épistémologique, éruption volcanique, séisme, tous aux abris. Quoi ? Les hommes-femmes pourraient adopter ? Non. Quoi ? Les hommes-femmes pourraient utiliser la gestation pour autrui ? Non, non, non. Et surtout pas. Et même si la PMA et la GPA ne figurent pas dans le texte de loi discuté à l'Assemblée, c'est beaucoup de cris et peu de chuchotements dans l'hémicycle. Il y a les dits et il y a les non-dits. Il y a les hauts et il y a les bas et les débats. Nous sommes au cœur d'un vif, très vif dialogue de société profond. Nous essayerons d'y voir plus clair et de comprendre ce qui divise nos élus et même parfois au-delà, bien au-delà, des simples clivages politiques. Viendront nous rejoindre sur ce plateau Béatrice Bourges, présidente du collectif pour l'enfance, Taina Tervonen, journaliste et co-auteur du livre Fils d'eux, avec la photographe Zabou Carrière, paru chez Transphotographique Presse. Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, qui a pris la tête des députés UMP contre le mariage pour tous, et Serge Effez, le psychanalyste bien connu et auteur du Nouvel Ordre Sexuel chez Kero. J'ai parlé de mouvements, ce sont les vôtres, ceux de nos amis internautes d'Europe 1, notre partenaire, qui sont invités à réagir toute la semaine, et ils le font, sur Facebook, et aussi ceux d'une espèce nouvelle, les Moa Twitter, qui m'interpellent sur Twitter grâce au hashtag MoaTweet. Mais avant cela, j'ai rendez-vous avec Barbara Pompili. Donc Barbara Pompili, j'étais curieux de vous rencontrer. C'est vrai, vous êtes entrée en politique à l'âge de 25 ans. C'est jeune, hein, oui. À peu près, quoi. Bon. Et votre choix s'est porté immédiatement sur les Verts. Hein. Oui. Bon, la petite fille des mineurs du Nord et la fille d'institutrice que vous êtes aurait pu aller ailleurs, au fond. Hein. Je sais pas, moi, je pense comme ça au PS, par exemple. Hein. Mais bon, mais vous avez dit, mais non, le PS n'avait, je vous cite, n'avait pas encore intégré la notion d'urgence et la nécessité de prendre des mesures un peu radicales. C'est du Pompili dans le texte. Hein. Sur quel sujet le président de la République et le gouvernement manque-t-il de radicalité, selon vous ? Il manque de radicalité sur les mesures à prendre face au grand défi que nous avons face à nous, qui est le défi de la transition énergétique, qui nous frappe de plein fouet en ce moment, notamment avec évidemment la montée des prix du pétrole, de l'essence, du gaz, mais aussi avec ce qu'on voit notamment dans le secteur automobile, qui est en train de se casser la figure et où on voit bien que là, on répond au coup par coup en essayant de mettre un pansement par-ci, une aide par-là, mais où on se rend bien compte que si on ne prend pas des mesures vraiment d'une reconversion des bassins d'emploi et notamment des bassins industriels sur l'automobile, on n'y arrivera pas. Donc il faut prendre les choses un petit peu à bras-le-corps, quitte... C'est pas le genre socialiste de prendre les choses à bras-le-corps. Les socialistes sont très prudents. On peut leur reconnaître ce qui peut être une qualité, mais ce qui peut être aussi un défaut, quand quelquefois, il faut véritablement prendre les choses en main. Et ils ne le font pas. Pas assez. J'entends que les discours évoluent et c'est aussi pour ça que nous, on s'est inscrit là dans la démarche du gouvernement, parce qu'on sent qu'ils commencent à prendre ça en compte et on veut les aider à avancer et à avancer vite. Parce heureusement qu'on que vous n'a êtes pas là, trop de temps. quoi. Heureusement qu'on est là, je pense qu'on a besoin de diversité pour avancer et je pense qu'on ne peut pas avoir raison tout seul, ni eux ni nous. Vous avez 4 grands sujets qui fâchent avec eux. Hein. Le nucléaire, le PR, Flamanville, etc. On sait, ça quand même le gaz de schiste. On ne sait pas vraiment si François Hollande est pour ou contre. La fiscalité écologique, vous repoussez aux calendes grecques. Je ne sais pas pourquoi les calendes sont toujours grecques. Oui, et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Mais la plupart de ces sujets étaient connus bien avant. De toute façon, si on était d'accord sur tout, on serait dans le même parti. Donc l'intérêt de faire un accord de gouvernement, c'est de réussir à faire des compromis et de dire, on n'est pas d'accord sur tout, mais on va essayer d'avancer sur quelques points. Donc on s'est mis d'accord sur le nucléaire, par exemple. On s'est mis d'accord sur une réduction de 75 à 50%. Évidemment, c'est pas ce que nous, on aurait fait tout seul, mais voilà. C'est du compromis, quoi. C'est du compromis. Et c'est dans le compromis qu'on avance. C'est pas forcément, non ?
Oh, je pense que si, vraiment, moi j'en suis Mais convaincue. alors, où est passée la radicalité? Alors, parce que vous avez des ministres au gouvernement, ils passent leur temps à faire des compromis. Ils Bien sont même sûr. muselés, dit Cécile Duflot. Oui, Cécile Duflot disait ça, mais disait ça pour dire que justement chacun avait son rôle. Et c'est vrai que quand on est dans le gouvernement, on a un devoir de solidarité qui me paraît parfaitement légitime. Et par contre, nous au Parlement, on a la voix un petit peu plus libre, ce qui nous permet justement de titiller un petit peu. On est Titiller là un pour petit ça. peu. Oui, mais par exemple, vos amis, ma mère, Noël Mamère, votre ami, Daniel Oui. Cohn-Bendit, tout ça, ne sont pas tout à fait pour le compromis de ce côté-là. Ça dépend des fois. Bah, ça dépend des fois, mais On voit bien que les opinions peuvent diverger. On l'a vu notamment avec Dany Cohn-Bendit qui était pour qu'on vote le TSCG, qui est un immense compromis, c'est le moins qu'on puisse dire. Plus qu'un compromis. Alors que Noël était contre. Enfin, vous voyez bien que les débats sont importants. D'ailleurs, vous le dites vous-même, on est dans une émission où le débat fleurit et quelque part, c'est important aussi. Et parce que Noël Mamère, par exemple, pour reprendre quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez été son attaché de presse au début, si je me souviens bien. Oui, belle expérience. Oui, sûrement. Mais par exemple, en parlant du Mali, il parle d'opération de propagande. Oui, il est assez isolé sur cette position-là. Dans notre groupe, on est plutôt vraiment dans un soutien à l'action du gouvernement et sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est en train de faire. Et le gouvernement nous a assuré que sa volonté n'était pas de rester au Mali. Et ça, on l'encourage effectivement à passer la main au plus vite. Mais au plus vite ne veut pas dire maintenant et dans n'importe quelle condition. Ma mère, c'est comme une épine du pied. Dans le pied, pardon. Il a toujours été comme ça. Ah, c'est le genre, quoi. Il a toujours été un peu électron libre et quelque part, il apporte quelque chose aussi. Oui, tout le monde apporte quelque chose dans ce cas-là. Mais bien sûr, mais il n'y a pas de mal à ça. À partir du moment où nous, après, on réussit à avoir une position qui nous permet quand même d'avancer. Parce qu'on ne peut pas être sans arrêt en train de critiquer. Il faut aussi parfois mettre les mains dans le cambouis et avancer. Et ça, c'est un peu difficile parfois. Tout à l'heure, on va parler, oui, je reconnais. Tout à l'heure, on va parler, parce que parfois on ne comprend pas. Par exemple, un martien de passage, il vous demanderait, par exemple, les Verts, c'est à la gauche du PS? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que les notions de gauche et de droite, c'est des notions qui n'ont rien à voir avec l'écologie. C'est-à-dire, c'est plus ou moins... je sais bien, entre... C'est des références au marxisme. À gauche et droite, c'est référence au marxisme? Oui, c'est référence... Moi, je considère que la différence entre la gauche et la droite... Vous êtes plus proche de Mélenchon ou du PS, quoi? Allez, comme ça, pour simplifier notre débat. Ou de Bayrou. Allez, parce que... Non, mais je suis écologiste, moi. Ah oui, mais... Je suis écologiste. Donc, écologiste est forcément de gauche, puisque ça implique que l'État entre pas forcément. dans l'économie. Corinne Lepage, elle n'était pas spécialement de gauche. Non, Par mais parce qu'elle est plus libérale que nous. Mais nous, on considère qu'il faut qu'il y ait une intervention des pouvoirs publics dans l'économie. C'est pour ça qu'on se considère de gauche. Parce que pour moi, la différence entre la gauche et la droite, c'est plus ça. C'est l'interventionnisme public. D'accord. Voilà. Donc, de fait, on est de gauche. Après, être plus proche de l'un, de l'autre, c'est pas le problème. On a des partenaires, c'est le PS. Bon, ok. Ministre écolo muselé, disait-on. Député vert visiblement ignoré, je ne sais pas. Exemple, vous avez déposé, vous les écolos, 13 amendements sur le sujet du jour, le mariage pour tous, etc. Ouais. Et un amendement le 16 janvier pour que les enfants nés par gestation pour autrui, à l'étranger, puissent bénéficier d'un statut juridique en France pour ne pas rester des enfants fantômes, entre guillemets, de la République. Oui. Comme le dit Claude Barthelone. Cet amendement a été retoqué par le PS. Alors, et pourtant, voilà que Christiane Taubira propose à peu près la même chose que vous, mais par le biais d'une circulaire. Alors quoi, c'est une volonté délibérée du gouvernement de vous oublier, de passer outre le débat parlementaire? Non, je pense pas. Ils ne veulent pas intégrer la question de la GPA sous quelque forme que ce soit, parce que là pour nous, c'était pas du tout question d'être pour ou contre la GPA. Là, on parlait des enfants issus de GPA, c'est vraiment différent. Ils voulaient pas que ce soit intégré dans le texte du mariage. C'est un choix, et ils ont préféré passer par une circulaire. C'est de la tactique ou quoi? Non, c'est plutôt justement pour montrer qu'ils font bien la part des choses entre ce qui se passe sur les enfants issus de GPA et la question du mariage et de l'adoption, qui sont des affaires différentes. Ça peut s'entendre. Nous, on voulait simplement que ces enfants aient un statut juridique. Il y a une grande avancée avec la circulaire. Ça ne va pas jusqu'où nous, on voulait aller, puisque nous, on voulait que ce soit dans l'état civil. Là, ils obtiennent la nationalité. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On avance dans la situation de ces enfants qui n'ont pas à être sans droit dans notre pays. Des parlementaires, parlons-en toujours. Vous êtes 18 députés au sein de votre niche verte. 17.
17. Bon, allez, ça va. Quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas. Cécile Duflo, mais maintenant elle est partie. Ce jeudi, le jeudi dernier, quoi. Oui. C'était à peu près votre journée, entre 2 amendements mariage pour tous, etc. Oui. 3 propositions de loi écologistes sont examinées à l'Assemblée nationale. L'une d'entre elles concerne les lanceurs d'alerte. Tout à fait. Bon, alors où on en est? Alors les lanceurs d'alerte, je rappelle, c'est le droit pour n'importe quel citoyen de dire il lance une alerte écologique ou environnementale. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors c'est une grande avancée et on en est très fiers parce qu'on voit encore dans l'actualité... L'objectif, c'est de protéger les citoyens. Parce qu'ils seraient protégés. Ils seraient menacés de quoi? Typiquement, l'affaire de l'amiante, l'affaire des pilules, là, dont on a parlé, les problèmes des OGM, il y a toujours eu à l'origine de ces questions-là des gens qui ont lancé l'alerte, qui ont dit attention, il va y avoir un problème de santé publique sur l'amiante, sur les éthers de glycol. Et ces gens-là, en général, ont été soit stigmatisés, soit mis à la porte de leur entreprise, en général bâillonnés. Et si on les avait écoutés aujourd'hui, on aurait certainement moins de cas dramatiques auxquels il faut répondre. Donc, la loi qu'on a fait passer, qui va finir, va enfin protéger ces lanceurs d'alerte et créer un vrai système d'alerte pour qu'on puisse, à l'avenir, essayer d'éviter ces scandales sanitaires qui sont terribles d'un point de vue humain et financier également. L'autre proposition de loi qui était débattue jeudi à l'Assemblée, c'était le problème des ondes électromagnétiques, et notamment de la 4G. Oui, enfin, aussi. Notamment, puisque c'était à la mode. Le ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, la ministre, Fleur Pellerin, parle de peurs irrationnelles. Je la cite, c'est ces mots. Donc vous seriez victime de peurs irrationnelles, Barbara Pompili? Oui, mais écoutez, moi, franchement, j'ai été assez choquée par ces propos que je trouve très déplacés. Là, il est reconnu maintenant qu'il y a une possibilité de risque sur les ondes électromagnétiques. Et donc c'est pareil, là, on parlait des lanceurs d'alerte tout à l'heure, il y a la question du principe de précaution. Mais on ne veut pas, attention, on ne veut pas opposer progrès scientifique et santé publique. On pense que les deux peuvent aller dans le même sens. Et d'ailleurs, nombreux opérateurs nous disaient, écoutez, nous, si vous nous donnez des normes, si vous durcissez un peu les normes, on s'adaptera. Donc il ne faut pas avoir peur. Les opérateurs n'ont pas peur de ça. Je pense que Fleur Pellerin a une peur irrationnelle du principe de précaution. Alors bon, et des verts peut-être, majorité turbulente, etc. J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Mais elle ne veut pas absolument entendre parler du respect du droit à la santé. Et le droit à la santé peut aller de pair avec le progrès scientifique, c'est pas un problème. J'ai jamais dit qu'elle était gentille ou qu'elle était méchante. Je pense qu'elle écoute trop certains opérateurs et peut-être pas assez justement les lanceurs d'alerte. Prisonnière de lobby? J'espère que non. Vous n'en savez rien? J'espère que non. Vous espérez que non. La semaine dernière, je recevais Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, évidemment. Oui. Je l'ai interrogé sur la réforme des rythmes scolaires. Bon, etc. Vous savez, il y a une grève des enseignants, très largement suivie. Et il m'a répondu, il était à votre place, là. Il m'a répondu, il avait lancé aux enseignants, vous devez bouger, quoi, ça suffit. Vous qui êtes la chef de file des Verts dans la commission d'éducation de l'Assemblée, dénoncez-vous, comme Bruno Le Roux, l'immobilisme des profs, des enseignants? Alors, pas de tous, loin de là, loin de là. Moi, je rencontre énormément d'enseignants, je suis fille d'enseignante moi-même, donc j'en connais énormément qui veulent que les choses évoluent. Simplement, on peut quand même reconnaître qu'il y a un problème de valorisation de leur métier et puis de salaire, parce que c'est vrai qu'au niveau où ils sont, leur salaire est insuffisant. Ils sont immobiles ou pas? 1700 € par mois en début de carrière. Quoi. Oui, non, leur salaire est franchement... Oui. Et en fin de carrière, c'est très peu, c'est très peu revalorisé. Ils sont bac plus 5. Non, ils mériteraient d'avoir une revalorisation. Cela dit, on ne peut pas empêcher l'avancée que propose la loi sur la refondation de l'école. Elle est encore insuffisante, mais la réforme des rythmes scolaires est nécsaire. Donc vous soutenez le gouvernement totalement là-dessus. Oui. Et vous dites quoi aux enseignants, vous, Barbara Pompili? Je dis aux enseignants qu'on veut travailler avec eux, avec les parents, avec tout le monde, pour que l'enfant puisse enfin être au cœur de la politique éducative. Il faut faire des réformes pédagogiques, parce que pour l'instant, on est loin du compte. Donc bougez-vous, leur dites-vous aussi, bougez-vous. Mais pas seulement eux, pas seulement eux. Ils ont été aussi, il faut voir, et ça fait 10 ans qu'il y a une politique très dure pour eux, où on leur demande de faire des programmes très précis, etc. On leur donne aucune liberté.
liberté. Hein. Là, moi, ce que je voudrais, c'est leur redonner une liberté pédagogique dans des cadres plus souples, avec une école du socle qui permettrait aux enfants de ne plus être en compétition les uns avec les autres, mais d'être vraiment dans une idée de devenir des citoyens. Dernière question, réponse très rapide. La direction de Goodyear a présenté ce matin un projet de fermeture de son usine d'Amiens, prévoit la suppression de 1173 emplois sans aucun plan de reprise. Est-ce cela, éviter le pire, comme le disait Arnaud Montebourg? C'est ça, le pire? Éviter le pire. Vous avez d'ailleurs interpellé les questions au gouvernement mercredi, vous? Oui. Vous avez interpellé le gouvernement alors? Non, il faut absolument que pour Goodyear, il y ait une reprise du dialogue avec Titan pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Il y avait un accord qui était possible. Il faut essayer de trouver un accord pour sauver le plus possible de salariés et pour essayer de trouver des solutions de départ volontaire acceptables. Et plus généralement, sur la question de l'automobile, il faut des fonds de reconversion pour tous ces bassins industriels. Parce que sinon, on est foutu pour parler, clairement. Sinon, le problème de Goodyear va se reposer ailleurs. Écoutez, c'est certaine vision souriante, n'est-ce pas? Et souriante, non, mais sur attendez, Goodyear, c'est pas très souriant. mais je trouve ça tragique. Ah oui. Non, mais évidemment. Oui. Évidemment. Merci, c'est déjà la fin. Hein. Déjà. Merci beaucoup, Barbara Pompili, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Maintenant, place au débat, place aux confrontations. Alors, donc, Taina Tervonen, vous êtes journaliste et auteur du livre Fils d'eux chez Transphotographique Presse. C'est un livre de témoignages sur beaucoup d'enfants nés de parents homosexuels. On reviendra sur votre livre et sur votre témoignage. Hervé Mariton, vous êtes député UMP de la Drôme. Vous avez pris la tête des députés UMP contre le texte de mariage pour tous à l'Assemblée. Béatrice Bourges, vous êtes présidente du collectif de l'enfance. Je suis ravi de vous recevoir. Et porte-parole de la Manif pour tous. Et porte-parole de la Manif pour tous. Et auteur de 2 ouvrages. Tac. Et oui. Et paf, bon. Et enfin, Serge Effez, psychanalyste bien connu, auteur du Nouvel Ordre Sexuel, paru chez Kéro. Ravi de vous retrouver, Serge. Voilà, et c'est parti. Et pour titiller le débat, voici les questions et les réactions de nos amis internautes d'Europe 1. 3 avis très différents, vous allez voir. Il y a d'abord Edwige, qui nous dit que, on va voir ce qu'elle dit, que l'enfant se construit sur des valeurs familiales bien autres que le schéma père-mère. Pour un enfant, il faut de l'amour, de la tendresse, de l'écoute et du respect de soi et des autres. Le reste n'est que bavardage. Bon, on essaiera de ne pas trop en avoir de bavardage sur ce plateau. Julie, elle, s'interroge. Si les enfants avaient vraiment besoin d'un père et d'une mère pour grandir, pourquoi laissent-on des mères célibataires accoucher? Pourquoi l'adoption est-elle autorisée pour les parents célibataires? Nicolas, enfin, tient un discours très ferme. Oui, il faut un papa et une maman. Stop au lobby homosexuel. Il y en a marre du discours qui dit qu'on est ringard quand on n'est pas gay-friendly. Chacun sa sexualité, mais qu'elle reste dans la sphère de l'intime. On verra si vous êtes d'accord avec tout cela. En tout cas, le ton est donné et c'est parti. Alors, il y a cette semaine, Christiane de Pirat vient de signer une circulaire permettant aux enfants nés à l'étranger par GPA, gestation médicale pour autrui, d'obtenir à leur retour en France un certificat de nationalité française. Bon, vous qui êtes tous préoccupés par l'intérêt supérieur de l'enfant, voyez-vous dans cette circulaire une avancée? En un mot d'abord, en un mot. C'est juste pour... Vous me dites oui ou non. Alors, c'est bien ou pas bien? Bien sûr, c'est bien, c'est indispensable. C'est une avancée, mais on y reviendra peut-être. Mais le moment est peut-être pas le mieux choisi. Le plus opportun. Voilà, le plus opportun pour... Madame Bourges. Voilà. Ah non, c'est pas une avancée, non. Tout ce qui va dans le sens des mères porteuses et de l'allocation du ventre d'une femme, à mon avis, n'est pas bienvenu. Taina? Moi, je pense que c'est une réalité qui existe, tout simplement. Ces enfants sont des enfants fantômes tant qu'ils ne sont pas reconnus. Est-ce qu'on a envie que dans un état de droit, on ait des enfants qui n'ont pas de statut? Si les mots ont un sens, cette circulaire facilite la gestation pour autrui. Ça n'est pas une bonne initiative. Et les enfants qui naissent aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, en gestation pour autrui, quand ils rentrent en France, ils ont un passeport américain. Alors, ils ne sont pas fantômes. Non, attendez. Pas tout de suite. Si? Ils ne sont pas fantômes. Non, ils rentrent en France avec un passeport américain. Alors, dès leur naissance, ils ne sont pas fantômes. Ils peuvent ultérieurement acquérir la nationalité française, mais il faut pour cela une démarche express. Et c'est vrai que ce que veulent certains, au fond, c'est l'automaticité. Mais cette automaticité est reconnue par la circulaire. Et donc, elle facilite la gestation pour autrui. Sinon, la circulaire n'a pas de raison d'être. Si cette circulaire n'a pas un objectif, et quel autre objectif que de faciliter la gestation pour autrui, le plus simple était de ne pas la signer. Alors, ça veut dire que c'est une reconnaissance déguisée de la GPA, selon vous?
moi, je crois... Vous pouvez réagir. Hein. C'est une défense des enfants, tout simplement. Ces enfants, ils sont nés dans certaines conditions, avec des parents qui les ont désirés. Ces enfants, ils existent. Ces enfants, ils sont venus au monde. Ils vont avoir des parents qui vont les élever, qui vont les aimer, des camarades de classe. Ils vont avoir une vie comme les autres, sauf que, sur le plan de leur statut, ils n'existeront pas, ou difficilement, comme les enfants. Je connais par exemple très bien les Mensons, qui sont le cas... Dominique Menson, qui est le paradigme de ce cas de gestation pour autrui, qui ont 2 petites filles qui ont aujourd'hui 12 et 13 ans. Dont ils sont les parents officiels et juridiques, bien évidemment. Dont la mère n'est pas la mère juridique et qui ont toujours une nationalité américaine, dont le père est le père, mais dont la mère n'est toujours pas la mère. Est-ce un drame d'avoir la nationalité américaine? Non, c'est très compliqué de vivre avec une mère qui n'est pas votre mère sur le plan légal. Mais parce qu'elle ne l'est pas. Bon. Alors, puis-je rappeler simplement, François Hollande, une interview à Tétu, avant l'élection présidentielle. François Hollande est interrogé sur ce sujet. Et François Hollande lui-même, avec son style à lui, il pèse le pour, le contre, reconnaît que si demain la reconnaissance de nationalité était facilitée pour les enfants, cela pourrait avoir des conséquences d'encouragement à la gestation pour autrui. Voilà. Mais donc ça ne figure pas dans la loi. Ça ne figure pas dans la loi, de toute façon. Non, mais c'est dans la circulaire qui, elle, a été signée. C'est-à-dire qu'après, quand nous disons combien d'enfants? Peu d'enfants, mais cela ne change rien au fait qu'il y a là un principe qui est violé de manière extrêmement grave. Mais quand bien même demain, la gestation pour autrui serait reconnue de manière ordinaire, je ne suis pas en train de vous dire que par centaines de milliers, les naissances en France se feraient par gestation pour autrui. Enfin, nous ne sommes pas dans des scénarios catastrophes de cette nature-là. Je dis simplement que lorsque le garde des Sceaux est confronté à un choix, au fond, il faut qu'elle mette de l'ordre dans la réponse que donnent les tribunaux. Soit elle dit non, il n'y a pas de certificat de nationalité de manière générale, soit elle dit oui, on le donne tout le temps, parce que l'entre-deux actuel, en effet, n'était pas satisfaisant. Elle a raison de faire son boulot. À ce moment-là, c'est pas opportun en ce moment, évidemment. On ne peut pas éclairer le débat actuel au seul nom de l'hypocrisie. Voilà. Donc, la garde des Sceaux... Pour vous, c'est hypocrite. Ce serait hypocrite de ne pas trancher. Elle a le courage. Je reconnais à Mme Taubira d'avoir un certain courage. Elle a le courage de trancher. Mais elle fait le choix. Son curseur, elle devait le déplacer. Le garde des Sceaux ne peut pas accepter que les tribunaux se contredisent. Mais elle avait le choix de le déplacer, soit en tenant une ligne ferme, non à la GPA, soit en apportant une réponse qui, de fait, François Hollande le dit dans Tétu. Peut-être j'ai une certaine convergence avec le président de la République alors là-dessus, dans un sens qui, si les mots ont un sens, facilite la GPA. C'est le sens même de la circulaire. On va avancer dans le débat, si vous voulez bien. Hein. Ce qui s'oppose dans ce débat, c'est le droit de l'enfant face au désir des parents et le désir des parents, ce qui a l'air de s'opposer comme ça. J'aimerais à cette occasion donner la parole à quelqu'un qui n'est pas là. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il dit qui ne veut pas l'égalité des droits civiques finit toujours par s'opposer aussi à l'égalité des droits sociaux. Hein, c'est du Mélenchon dans le texte. La bataille pour l'égalité des droits est une et indivisible, conclut-il. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Oui, elle me paraît assez... Égalité des droits, juste. Égalité des droits civiques. Oui. Égalité des droits sociaux. Égalité des droits pour l'enfant, égalité des droits pour l'enfant, égalité des droits pour l'enfant, si je peux me permettre. Oui. Égalité des droits pour l'enfant, ça veut dire, pour l'instant, on est dans une loi qui n'a rien d'égalitaire. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, pour les adultes, pour les personnes, les couples de même sexe, puisque certains pourront avoir des enfants en fonction de leurs désirs, les couples hommes-femmes, voire les couples femmes-femmes, les couples hommes-hommes ne pourront pas avoir d'enfants si on s'en tient à l'interdiction de la GPA. Mais comme l'a dit très justement Monsieur Mariton, on n'est pas du tout en train de s'orienter vers ça. Mais inégalité des droits donc pour les adultes et inégalité des droits pour les enfants qui pour certains, juste terminer ma phrase, qui pour certains auront le droit d'avoir un père et une mère et qui pour d'autres n'auront pas le droit d'avoir un père ou n'auront pas le droit d'avoir une mère. Donc je crois qu'en fait, au nom de cette égalité, au nom de l'égalité, cette loi est faite et proposée. En réalité, elle est totalement inégalitaire, à la fois pour les couples et à la fois pour les enfants. Je pense que c'est important de souligner. Moi, il me semble que l'égalité est un principe qu'on ne négocie pas à 50%, à 40% ou à 90%. Moi, je trouve que c'est une loi. Cette loi devrait donner exactement les mêmes droits à tous les parents et à tous les couples, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, puisque la question de la filiation n'est absolument pas traitée. Mélenchon, là. Voilà. Ouais. Mais dans le projet de loi actuel, la question de la filiation n'est pas traitée. Non. Voilà. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission l'affiliation, et non pas le mariage. Je trouve que c'est d'une extrême hypocrisie d'amener la question de la GPA dans ce débat aujourd'hui pour dire qu'il s'agit là d'une question inégalitaire, d'une loi inégalitaire. La gestation pour autrui aujourd'hui interdite pour tous les couples en France.
c'est une loi qui est égalitaire sur la question de la gestation pour autrui. Pour ce qui concerne cette question spécifique qui soulève effectivement plusieurs autres questions, il faudra avoir un débat à un autre moment. On n'est pas en train de discuter de ça aujourd'hui. Oui, mais pas à l'hémicycle, en tout cas. Pas dans l'hémicycle. Quand on discute d'un texte, on a le droit, peut-être le devoir, de s'interroger sur les conséquences du texte. Le gouvernement, au fond, est assez honnête en disant la première conséquence, ça sera le texte famille, assistance médicale à la procréation. Ce qui déjà ne plaît pas à certains qui cependant accepteront peut-être de voter le texte, mais voilà, ils voteront la première étape en se bandant les yeux et en faisant en sorte de ne pas entendre ce que le gouvernement leur dit assez honnêtement, en disant il y aura un deuxième texte qui lui parlera d'assistance médicale à la procréation. Et puis, je ne dis pas que la gestation pour autrui est écrite aujourd'hui, ni dans le texte, elle ne l'est pas, ni nécessairement dans les intentions de la majorité. Dans les cortex. Je ne fais pas de procès d'intention. Je dis simplement que ceux qui inspirent le texte que nous avons aujourd'hui devant nous, ceux qui même le défendent, y compris au sein du gouvernement, ont pris position pour la gestation pour autrui. Quand Manuel Valls, et ce n'est pas un propos politicien, c'est simplement un problème de cohérence et d'évaluation du crédit de la parole qu'on nous tient. Quand Manuel Valls, après la polémique circulaire Taubira, nous dit « mais non, 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 rassurez-vous, personne, le gouvernement ne veut pas, la majorité ne veut pas, personne ne veut de la gestation pour autrui ». Puis-je rappeler qu'il y a quelques mois, Madame Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, a signé une tribune pour la gestation pour autrui, que Monsieur Vidalis, ministre des Relations avec le Parlement, ça n'est pas rien pour un parlementaire, a signé cette même tribune pour la gestation pour autrui. Qu'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, a signé une tribune. C'est leur droit. Mais qu'on ne nous dise pas que tout le gouvernement est unanime à refuser la GPA. Il se trouve qu'avec Internet, c'est un peu plus facile de retrouver les écrits des gens. Et que peut-être ce qu'ils disaient il y a quelques mois, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'ils le démentiraient absolument. Mais si vous voulez bien, on va voir. Vous avez rencontré, donc, je disais, une trentaine d'enfants, d'enfants. Il y en a qui ont de 7 à 77 ans. Ce sont des enfants qui sont bien grands puisqu'ils ont entre 18 et 87 ans. 87, carrément. 87, voilà. C'est des enfants adultes, quoi. Bon, adultes, oui, bien adultes. Alors, donc l'enfant au cœur de cette question-là. Certains craignent pour leur construction identitaire, d'autres invoquent leur besoin de repères et de racines. Vous allez réagir, évidemment, à ce qu'on va voir. Et j'aimerais qu'on entende un témoignage, celui de Louise. Louise, elle a 27 ans. Que vous avez rencontré, vous, Taïna. Louise a 2 mamans, et pour elle, sa famille, et dit-elle, vous allez voir ce qu'elle en pense de sa famille. Regardons Louise. Alors, on a grandi comme les autres, on est allé dans les mêmes écoles, on a été soignés dans les mêmes hôpitaux, on a eu les mêmes difficultés à grandir, parce que je pense que c'est toujours une difficulté d'évoluer dans la vie. Et pourtant, c'est la première fois, depuis que je suis née, depuis 27 ans, que d'autres gens me poussent à m'interroger sur ma famille. Moi, je suis née dedans, je suis bien dedans, c'est ma famille, c'est ma vie, c'est mon enfance. Et aujourd'hui, des gens se permettent de venir me dire qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas normale, qu'elle pose problème. Et enfin, c'est fou quand même. Ouais, elle dit c'est fou, c'est fou quand même. Alors Serge, j'ai fait une réaction. Ça me touche énormément parce que j'entends ça toute la journée en ce moment, si vous voulez. Et je trouve ça scandaleux parce que je reçois beaucoup d'enfants, d'adolescents qui sont nés et qui vivent dans des contextes homoparentaux. Et ces enfants-là, tout à coup, ils sentent qu'il y a un regard sur eux qui est différent. Ils se sentent stigmatisés. Ils lisent sans arrêt dans la presse. Ils entendent des milliers de gens qui défilent dans la rue en jetant des anathèmes sur la famille dont ils font partie, qui pour eux est la norme, qui est une norme d'amour, qui est une norme d'éducation, qui est une norme de filiation. Et que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu sur le fait. C'est pas comme si tout à coup on était au point zéro où on allait autoriser un changement dans notre civilisation considérable, alors que ce sont des situations qui existent déjà pour des milliers d'enfants, et que ces milliers d'enfants, eh bien, pour la plupart, évidemment certains rencontrent des problèmes comme tous les enfants, mais pour la plupart ils disent « moi je suis dans une famille normale parce que c'est la famille à travers laquelle j'ai découvert le monde ». Et résumer ce qu'est une famille à la question du père et de la mère me paraît une méconnaissance de ce qu'est réellement la famille. C'est-à-dire la famille comme une cellule germinative, comme une courroie de transmission de la société, comme un groupe qui reproduit en son sein un certain nombre de normes qui sont les normes de la société dans laquelle on vit. Donc, si
l'homosexualité est anormale dans la société dans laquelle on vit, si elle est stigmatisée, la famille homoparentale se trouve autant anormale et stigmatisée. Si elle rentre dans la norme, eh bien, pour l'enfant, c'est une cellule normale. Moi, nous ne stigmatisons. Soyez bref, parce qu'il faut que je passe la parole. Nous ne stigmatisons pas. 2, il n'y a pas eu d'anathème. 3, quand j'écoute et je respecte à la fois votre propos et celui que nous avons entendu juste avant, au fond, cette jeune femme nous dit que jusqu'à présent, tout s'est très bien passé pour elle. Et ce que je comprends de ce que vous dites, et je respecte, je crois votre parole, c'est qu'au fond, un certain nombre de personnes viennent vous dire aujourd'hui qu'il y a un problème, si je peux me permettre, du fait du débat qui a été enclenché par le gouvernement, qui a pris une lourde responsabilité, car le témoignage le dit, jusqu'à présent, tout s'était bien passé. Et puis je veux dire aussi qu'avec le respect que nous avons pour tout le monde, pour toutes les circonstances de la vie, je ne rentre pas dans le champ du normal ou de l'anormal. Je n'ai jamais utilisé cet adjectif. Je parle, pour ce qui me concerne, de famille ordinaire. Donc je ne dis pas qu'il y a une norme. Mais en effet, nous sommes un certain nombre à considérer que, autant nous devons respecter toutes les circonstances de la vie, aider celles qui se vivent le plus difficilement, autant il n'y a pas 40 modèles de famille. Il y en a un. Le jour où vous avez 40 modèles, il n'y a plus de modèles. Le jour où la famille est partout, ça veut dire qu'on pourrait faire n'importe quoi. Mais ça veut dire que vous trouvez, je ne dis pas n'importe quoi, il n'y a pas de jugement moral de mon point de vue, mais ça veut dire que vous construisez rapidement des situations où vous avez un très grand nombre de parents, plus vite dans un contexte de famille homoparentale reconstituée, et qu'à un moment, quand vous avez beaucoup de parents, ça devient extrêmement difficile de définir ce qu'est le parent. Que dans le choix essentiellement culturel qu'on nous propose, il y a un risque de se rapprocher d'une logique de filiation à la romaine, où la filiation repose sur l'adoption fondamentalement, mais où alors le parent peut choisir de divorcer de ses enfants, de répudier ses enfants. L'enfant peut choisir de répudier ses parents. Car si la filiation sort trop d'un schéma, de mon point de vue, qui doit être et culturel et naturel, pour être dans un schéma exclusivement culturel, alors il y a un très grand risque de fragilité, dont les plus faibles seront les victimes. Alors moi, ce qui m'a frappé quand même dans les 30 témoignages que j'ai recueillis, parce que moi je suis allée voir ces personnes avec mes questions d'adulte, je suis allée les voir en me disant... Aujourd'hui, ces familles-là sont considérées effectivement comme différentes dans la société dans laquelle on vit. Je pensais que ces enfants, devenus adultes, quand ils me raconteraient le récit de leur vie, ils auraient conscience de cette différence-là. Eh bien non. Ce qui m'a frappé, c'était ça. C'est-à-dire que pour eux, la normalité, c'était ce qu'ils vivaient quand ils étaient enfants. Quelle est la première question que vous leur posiez, pardon? La première question que je leur posais, tout simplement, c'était quand vous étiez enfant, qui faisait partie de votre famille? Et de là, ils déroulaient le récit de leur vie. Parce que moi, ce qui m'intéressait dans ces rencontres-là, c'était la notion de famille. C'était pas la notion de l'orientation sexuelle des parents. D'ailleurs, ils m'ont dit ça rapidement, tous, quand le premier contact a été établi. J'ai rien à dire sur l'homosexualité de mes parents. Parce que la sexualité des parents, ça n'intéresse pas les enfants. Que les parents soient homo, hétéro, peu importe. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est qui sont leurs parents, qui s'occupent d'eux, qui sont les personnes qui s'occupent d'eux au quotidien, qui les aiment, qui répondent à leurs questions, qui transmettent des choses. Parce que la filiation, c'est pas une question de cellules reproductrices. La filiation, c'est une question de parole, c'est une question d'inscription dans une histoire familiale. La filiation, c'est juste une question d'inscription dans l'histoire familiale? C'est pas une question de cellules, la filiation? C'est ça que vous dites? Je pense que la filiation, c'est pas. Ce n'est pas parce que on a reproduit un enfant. Ce n'est pas parce qu'on a donné ses gamètes qu'on est forcément parent de cet enfant. L'adoption existe depuis très très longtemps. On le sait bien. La procréation médicalement assistée existe depuis très longtemps. Or, ce qui se passe pour un enfant, il y a quand même un... Est-ce que vous pourriez me laisser parler parce que vous m'interrompez tout le temps? Non, allez-y, Madame Gros. Pardon, j'interviens. Non, elle ne vous a pas interrompu. Non. Je crois qu'il y a un vrai problème de définition, finalement. Il y a un vrai problème de définition parce que pour vous, la parenté, le être père ou être mère, se réduit exclusivement à une notion de désir ou de projet. C'est-à-dire que vous réduisez la parenté exclusivement à cette relation qui est la relation horizontale entre le parent et son enfant. C'est-à-dire que vous réduisez ça à une notion d'amour. Or, pour moi, être parent, c'est avoir en effet cette relation d'amour, cette relation d'éducation qui existe, d'accord ? Mais c'est également avoir cette relation qui ancre. Seul un couple de sexe différent parce que seul un couple de sexe différent
peut indiquer son origine à l'enfant, d'où il vient. C'est-à-dire, il vient, et là, vous dites tout... Enfin, et c'est là que je réagis... Permettez-moi de finir. C'est là que je réagis... font abstraction de cette réalité qui fait partie quand même bien sûr que non. De la nature. Ça n'empêche pas abstraction, c'est donc qu'il confirme l'inquiétude de Madame Bouche. Exactement. C'est pas abstraction, il confirme l'inquiétude. Mais oui, je comprends pas très bien ce que vous dites. Vous confondez l'origine avec la procréation. Alors je ne confonds pas l'origine avec la... C'est la thèse de la distinction. C'est pas une thèse, c'est la réalité du psychisme des enfants que je Monsieur Fez, allez-y. Permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas seul à connaître très bien le psychisme des enfants. Je n'aurais pas cette prétention. Expliquez-moi la différence. Moi qui suis analphabète, expliquez-moi la différence. Oui, c'est-à-dire que les enfants construisent un roman des origines, la façon, la logique qui fait qu'ils sont venus au monde. Dans ce roman des origines figure une scène de fécondation, une scène d'engendrement dont ils sont issus, mais ça ne résume pas tout ce roman des origines. Pourquoi est-ce que tous les enfants du monde, à un moment, se mettent à rêver qu'on les a trouvés sur le seuil d'une église, que leur père n'est pas leur père, mais que c'est un preux chevalier qui est venu féconder leur mère à son insu? Tous les enfants, ils s'inventent ces histoires. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement que l'histoire qu'on se raconte, sur la logique de sa venue au monde, eh bien, elle est beaucoup plus complexe que la rencontre de deux gamètes. Donc, alors on pourrait imaginer qu'il y ait, par exemple, deux hommes ou deux femmes, l'un jouant le rôle fantasmé du père, le rôle fantasmé de la mère. Oui, mais expliquez-moi, je veux comprendre. Dénomination même de père et de mère, pour ces enfants-là, n'ont pas le même sens que celles qu'elles vont avoir pour les enfants pour les enfants si nous n'avons pas les mêmes mots pour désigner des choses, on commence à avoir un petit problème de communication et même d'existence de la société. Les problèmes de mots dans ce débat sont extrêmement importants. Lorsque la ministre dit qu'aujourd'hui, elle a du mal à trouver, mais la ministre de la Justice a plutôt le mérite, je trouve, d'être honnête dans ce débat. Et quand elle nous dit qu'il y aura deux livrets de famille distinctes, famille homo, famille hétéro. D'abord, je lui dis, pourquoi tout ça pour ça? Pourquoi refuser la distinction? On nous dit, il faut absolument le même lien homo-hétéro, pour ensuite nous dire deux livrets de famille distinctes. C'est un peu curieux. Mais elle nous dit aussi, avec beaucoup d'humilité, dont acte, que pour l'instant, elle n'a pas trouvé les mots qui permettent d'écrire ce deuxième livret de famille, et qu'elle consulte le Premier ministre. Elle veut appeler ça deux parents. Elle n'a pas atterri pour l'instant, me semble-t-il, et elle le reconnaît. C'est un vrai problème. Quand on n'arrive pas à désigner les choses, il y a un sujet. Le problème, c'est que le livret de famille est un livret de naissance, c'est-à-dire qu'il confond la fabrication de la famille avec la naissance de l'enfant, ce qui se disjoint de plus en plus dans les situations d'adoption, mais aussi dans les situations de PMA, dans beaucoup de situations de recomposition et dans ces situations d'homoparentalité qui ne sont pas les seules, c'est que le livret de famille n'est pas confondu avec un livret de naissance. Et que c'est sans doute cette logique-là qu'il s'agit de décortiquer. Permettez-moi de vous dire que je trouve tout ça bien compliqué, et que j'ai bien peur que ce soit l'enfant qui en soit la première victime. Je voudrais juste revenir au débat d'hier, ce que j'ai entendu dire que Kerouan Binet disait. Et là, j'avoue qu'heureusement que j'étais assise, ou les bras m'en sont tombés, ou tout ce que vous voulez. Je l'entends dire, être père... c'est juste une fonction. C'est un rôle. Être père est un rôle. Être une mère est un rôle. Et là, je suis tout à fait d'accord avec M. Mariton, ça devient extrêmement grave. Et je crois qu'avant, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que tant qu'on n'est pas d'accord sur les mots, tant qu'on n'est pas d'accord sur les définitions, tant qu'on n'est pas d'accord sur les origines, tant qu'on n'est pas d'accord en un mot sur ce projet de loi, eh bien, on le retire, on en discute, on se met d'accord sur les mots, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit tout simplement d'une révolution, non, comment a-t-elle dit? Oui, d'une révolution ou un changement de civilisation. Non, de civilisation. Et c'est pas un changement de civilisation, ça se fait pas en 2 semaines, ça ne se fait pas en 2 semaines, nuit et jour, week-end compris, à l'Assemblée nationale, à la va-vite, dans une des premières réformes de ce gouvernement, où il y a une guerre, enfin, pour l'instant, on est quand même dans une guerre. On a, mais attendez, et tout ça, des problèmes économiques, des gens qui sont en train, dans une société qui est extrêmement anxiogène. Et là, on nous dit, en 15 jours, nuit et jour, week-end compris, on va faire un changement de civilisation
sans qu'on se soit d'abord entendu sur la définition du mot père. La définition du mot mère. Quand même. Ça existe depuis très longtemps. Les enfants sont en train de dire qu'ils n'avaient aucun problème et que c'est justement maintenant qu'ils commencent à avoir des problèmes. Ça, c'est important. Ah bah attendez, alors là, tout d'un coup, on vous dit on va faire un changement de civilisation avec des enfants qui n'avaient pas de problème. D'accord. Permettez-moi de vous dire que là, je comprends rien. Il n'avait pas de problème personnel. Madame Intervenant. Avec la famille, pardon, je vous passe tout de suite. Il n'y a pas de problème personnel avec la famille, mais ils avaient des problèmes avec la société dans laquelle ils vivaient. Le témoignage n'a exprimé aucune restriction tout à l'heure. Absolument. Il n'y avait aucune restriction dans le témoignage. Si vous l'aviez interrogé, je peux vous le dire. Ah bah attendez, c'est ce qu'on nous montre. La société dans laquelle nous faisons confiance au témoignage sur l'identité d'un de ses parents, je ne sais pas quelle est son histoire, je ne la connais pas, qui n'a aucun statut légal par rapport à elle, elle vous aurait dit comme tous les enfants dans ces situations-là. Ma situation est quand même plus compliquée. Donc vous savez bien que la délégation de l'autorité parentale existe, le partage de l'autorité parentale, l'adoption testamentaire. Oui, je l'ai rencontré, Louise, moi aussi, je l'ai rencontré. Ce qu'elle voulait, c'est d'avoir 4 parents. Parce qu'on est dans la multiparenté. Louise, elle a un père, elle a une mère. Est-ce qu'elle connaît son père? Elle le connaît, son père. Elle connaît son père, elle connaît sa mère, et elle voulait avoir une deuxième mère. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la conséquence logique de la multiparenté. Mais vous-même, Tania, comment vous vivez? Taïna, pardon. Moi, je me mets à la place de tous ces enfants qui grandissent dans ces familles-là, depuis fort longtemps. Geneviève, qui est la doyenne de ce livre, qui a 87 ans, elle a vécu une période où il n'était même pas possible de prononcer le mot homosexualité. Voilà. Il y a des personnes qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ont grandi dans des familles où il y a un père et une mère, dont un est homosexuel, et qui ont grandi dans le non-dit, dans le silence et dans la souffrance à cause des secrets de famille. C'est une réalité qui existe et qui a été causée par le regard de la société sur l'homosexualité de façon générale. Ce sont ces personnes, heureusement que c'est différent aujourd'hui. Il y a des jeunes enfants qui grandissent aujourd'hui, qui voient 340 000 personnes défiler dans la rue avec des pancartes qui disent « La famille, c'est un père, une mère et des enfants », qui voient des banderoles où c'est écrit « La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels », parce que ce sont des choses qui ont été affichées. Je n'ai pas vu cette banderole dans la manifestation à laquelle j'ai participé. Je suis désolée, j'ai participé à ces manifestations aussi parce que j'avais envie de voir... La manifestation de la Manif pour tous, à ma connaissance, n'a comporté aucune banderole de cette nature. Ce que ces enfants se prennent comme violence aujourd'hui, comme regard réprobateur sur leur famille, alors qu'ils n'ont pas eu effectivement à y faire face, qu'ils sont en train de demander à leurs parents... Mais est-ce que moi, du coup, j'ai une famille ou pas? C'est quoi ma famille? Mettez-vous un seul instant dans la peau de ces enfants. Mettez-vous un instant dans la peau des parents qui ont à répondre à ces questions-là. Et demandez-vous ensuite dire qu'aujourd'hui, le débat qui existe aujourd'hui est quelque chose qui vient... En gros, c'est la faute au gouvernement, c'est ça que vous dites. Non, vous dites qu'il faut interdire le débat. Il ne devrait pas y avoir de projet de loi parce que ça fait ressurgir... Mais d'une certaine manière, vous dites qu'il ne devrait pas y avoir de débat et que le projet de loi du gouvernement devrait s'imposer. Mais madame, quand nous proposons l'amélioration du droit des tiers, de sorte que la délégation de l'autorité parentale, de sorte que le partage de l'autorité parentale, de sorte que l'adoption testamentaire soit facilitée. Ces enfants, quand ils parlent de leurs parents, ils ne parlent pas de tiers. Ils disent mes mamans, mes papas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est trop court, je sais. Merci beaucoup d'avoir accepté ça. On se retrouve même heure, même lieu la semaine prochaine. Merci beaucoup. D'ici là, citoyennes et citoyennes de la blogosphère, de la twittosphère ou d'ailleurs, parlez, débattez, intervenez. Tiens, au hasard, sur Europe 1, notre partenaire, et tweetez-moi toute la semaine, Monsieur Méchanceté, s'il vous plaît, avec le hashtag #MoaTweet, et que vive le débat. Pour ma part, je vous ai tout dit, et je répète, salut et fraternité.